direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Alors, samedi le 16 juillet 2016. Hein? C'est... Ça donne une petite... Hein? Je n'avais même pas remarqué. Ouais, c'est une petite symétrie, là. Hein? Oh. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, version estivale de 90 minutes. Et ça, c'est au risque et péril de tous, sauf nous. Donc, mon nom est Éric Lajoie, et je vous souhaite la bienvenue. Et je ne serai pas seul, puisque... En studio, on a un invité de prestige. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir. Mais tout d'abord, on y allait avec les moins prestigieux. Conan Arsenault, salut! Aucun prestige ce soir. Le bas de l'échelle. Oh, mais non, mais non. Et il est de retour pour une autre chronique, mais cette fois-ci, on parlera pas de Cosmos. On va vous en dire plus tard. Jean-Philippe Vachon, salut! Eh bien, bonjour! Yes, et à la mise en onde, Mikey G. Et moi, ça. Et ça a fait de contraste, hein? Donc, ne perdons pas plus de temps et allons-y avec les geektualités. Appréciez les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Ah, les geektualités. Donc, messieurs, plus précisément Conan, que s'est-il passé cette semaine dans les actualités geeks selon toi? Il s'est passé que mon cellulaire a tombé puis que je peux plus voir mes nouvelles. Donc, c'est passé beaucoup de choses. C'était au point de vue des nouvelles internationales, c'était une très grosse semaine. Oui. Mais au point de vue des actualités geeks, quelques-unes, pas tant que ça. C'est pas les grosses semaines, hein? Okay, donc, okay. Mais hein, on trouve du stock, on trouve toujours de quoi parler. Une nouvelle d'un projet qui me tient beaucoup à cœur et aussi mon cher, me semble. Oui. Le projet de Blade Runner 2. Oui. Donc, oui. réalisé par notre compatriote Denis Villeneuve. Exactement. Le site Entertainment Weekly a sorti des images, donc des concept arts pour Blade Runner 2. Donc, je peux vous montrer rapidement ici en studio, là, des belles images. C'est du concept art. Donc, on voit pas de personnages, on voit seulement la ville. Mais c'est les pièces artistiques sur lesquelles les personnes d'effets spéciaux vont s'inspirer, c'est ça. Ça ressemblera pas exactement à ça, mais on espère dans cette vibe-là. Ça peut être proche. Puis, moi, de ce que je peux voir, wow! On reconnaît tout de suite l'univers de Blade Runner. Je les avais vus tantôt, là. Ouais, non, c'est ça. Effectivement, là, c'est sans l'ombre d'un doute, on peut pas se tromper, là. Puis, mais encore une fois, c'est vraiment, c'est avec une échelle plus grosse, dans le sens que la ville a beau être aussi grosse, le plan, si on veut, on voit plus de choses dedans que l'original. Si c'est par la force des choses des effets spéciaux. Donc ça, c'est magnifique. On va pouvoir voir enfin une ville. Là, on peut ajouter l'envergure de l'histoire. L'envergure visuelle à l'envergure de l'histoire qui était déjà là. Donc ça risque d'être assez capoté. Donc oui, j'ai vraiment hâte. Je sais pas, j'espère que le film va sortir avant la date du film original, parce que le film original se passe en 2020, je pense, quelque chose du genre 2019. Ouais, quelque chose. C'est pas si loin que ça. Donc c'est une possibilité que le film soit pas encore sorti avant que l'original. Donc sûrement qu'ils vont éviter de parler de date tout simplement. Voilà, ouais. Des fois c'est mieux. Ouais, c'est toujours mieux de pas mettre 2000XX. C'est ça, c'est les meilleurs l'année 20XX. C'est les meilleures années. Oui, donc chose. On a bien hâte à ça. Oui, une autre chose, un petit peu sur ton territoire, hein, mon cher JP, il y a des scientifiques qui ont sorti une carte 3D, excusez-moi, pardon, qui nous montre la location de 1,2 million de galaxies dans une seule image. Donc, je vais te montrer un peu l'image. Ça a l'air d'un tapis, là, vite dans même. Là. Oui. C'est ça ici. Okay. C'est pas super impressionnant quand tu le regardes. C'est juste plein de petits points de couleurs différentes. Oui. Mais dis-toi que chaque point est une galaxie et non pas une étoile. OK. Et même ça commence à faire du stock. Plus qu'on voit loin, plus qu'on se rend compte qu'on est pas rendu au bout, là. Non. Est-ce qu'il y a un bout? C'est ça la question. Ouais, encore là, tu sais. La logique veut que oui, mais en même temps, on le comprend pas. La logique ne s'entend même pas du tout sur qu'est-ce que l'infini ou pas. Est-ce que l'infini est fini ou pas? La logique... Est-ce que l'infini a commencé à un moment donné? S'il a commencé, il est à l'intérieur de quoi? Nécessairement. Ça devient compliqué, là. Donc, je vais pas me décourager, mais on est même rendu dans les théories de multivers, que le nôtre serait un parmi tant d'autres, on a une petite galaxie, on n'est pas sorti du bois. Non, effectivement. Moi, je considère encore que la théorie de Men in Black est encore la seule bonne valide. Ok, dans une bille de des petites aliens qui jouent, mais eux sont dans quel univers? Ben, c'est pas, ils disent pas la fin du 3. Non. Ils sont pas dans un autre...
C'est compliqué. Les 3 qui étaient meilleurs que je pensais qu'elle allait être. Le 3 est meilleur que le 2. Oui, ça, évidemment. Hein. Mais j'ai été agréablement surpris parce que j'avais eu des mauvaises critiques au moment qu'il avait sorti au cinéma. Je l'ai réécouté par la suite sur Netflix. Il est super drôle. Il est vraiment bon. Le méchant est excellent. Oui. Non, mais c'est le gars Jermaine. C'est Jermaine des Flight of the Conchords. Yes! Mais bref. OK. Donc, on continue encore avec des nouvelles de films, parce que s'il y a beaucoup de nouvelles de films qui sont sorties cette semaine, il y a Newswire. En passant, tout le monde qui nous écoute, on va mettre les liens des images qu'on vous parle à la radio. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir les affaires impressionnantes qu'on vous parle. Oui, ou si vous avez Google à portée de main, honnêtement. Mais on va les mettre sur notre Facebook de toute façon. On va aussi les mettre sur notre Facebook. Donc, le site Newswire a sorti une image du costume de Wonder Woman dans le prochain film. Et puis, assez intéressant, moi je dirais quand même. Le costume est plein de couleurs, donc ça fait déjà un peu contraste. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on voyait dans la BD que dans la version gris-brun qu'il y avait dans Batman contre Superman. Exactement, parce que même dans Batman vs Superman, c'est très très cuivre son affaire. Ouais, c'est très bronze et cuivre. Donc là, on voit des belles couleurs, on voit du rouge, on voit un peu de bleu. Le costume a vraiment l'air de justement ressembler au vieux design des années. Oui, mais en donnant 50? le feeling d'une armure qui protège pas les bras, on s'entend. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire justement. On a un peu le feeling de elle peut pas vraiment se plier. Elle a ça, là, c'est Xena un peu, là, comme... ouais, c'est ça. Elle pourrait se tourner bien vite dans son armure. L'armure va rester sur place. C'est un peu l'impression que j'ai. Ça a le feeling, ça a la flexibilité d'un 45 gallons de gaz dans lequel t'as percé le fond. C'est exactement ça. Exact. Tu sais, le film Kelly l'Intrépide? Right? Non. On est rendu là, là? Ouais, on est rendu à Kelly l'Intrépide, pourquoi pas? Mon Dieu Seigneur, ça sort des... Hey! Hein? OK. Ah, wow! Mais tu sais exactement de quoi je parle, essaye pas de faire comme si tu savais Non, pas. c'est ça l'affaire, je sais, mais je veux pas en parler. Moi, je sais pas. Comment t'expliques? Quelle est l'Intrépide? C'est une histoire vraie, hein? Il y a Julie, il y a Simon, puis il y a Kelly. C'est les 3 intrépides, sauf que... Non, c'est pas ça. Oh wow, on est rendu tellement dans les couches de culture populaire. Référence bizarre. OK, donc... OK, on ferme une parole. Merci, Mikey. On était rendu là, effectivement. Ça faisait un petit bout qu'on était rendu là. Mais tu iras voir ça, JP. C'est un film de l'excellent Yahoo Serious qui a fait 3 films dans sa vie, dont le John Einstein. Oh, ok, ça je connais ça. John Einstein, Ned Kelly l'Intrépide, il en a fait un autre aussi. Ouais. Je me mêle avec Carrot Top, là, je mêle un peu les deux. Non, c'est parce que c'était comme un genre d'humoriste à prop, mais australien. Mais ça c'est Carrot Top. Yahoo Serious, c'était pas humoriste aussi, australien? Mais il était pas un prop comic. Ça c'est Carrot Top. Ok, c'est Carrot Top. Ouais, mais c'est ça les deux, hein, ouais, c'est ça se mélange. Donc c'est un cowboy qui s'est mis une armure en Australie puis qui a volé plein de banques. Mais il y avait une armure full plate qui s'est faite lui-même, badass. Puis c'est une histoire vraie en plus. C'est super intéressant à t'écouter. Ok, l'article de Wikipédia est plus intéressant que le film. Oui. Mais bon, tout ça pour dire que... Okay. J'ai hâte de regarder ça. Dis pas ces mots-là trop rapidement. Non, non, c'est... Tu vas voir ce que tu vas récolter si tu aimes ça. Donc, ensuite... Donc, on continue encore avec des films. Okay. Il y a eu un excellent trailer pour Rogue One qui est sorti. Un trailer, mais qui est plus une vidéo de production. Promotion, ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme pas vu ça aller, malheureusement. J'ai comme vu juste des choses sur Internet, donc j'ai vu les images de Wookiee. Parce que c'était pendant le Star Wars, la convention Star Wars. C'est ça, c'était le Star Wars Con. Ouais, genre. Et dans le fond, ils ont passé une bande-annonce complète sur place, qui a pas été leakée. Pas encore, tout le monde. Je sais qu'il y en a une qui a été leakée, pas d'image. Dans le fond, quelqu'un qui a filmé le plafond et qu'on entend le son. Là. Wow. On voit les différentes intensités de lumière. On est rendu là. Et elle va être dévoilée dans les prochains jours, prochaines semaines, là, je sais pas. Là. Mais on a eu quand même une vidéo de production avec beaucoup d'interventions du directeur, dans le fond. Là, de Gareth Edwards. Donc, ça, je te dirais que le ton semble bien, puis toutes les rumeurs qu'il y avait eu, comme de quoi que Disney avait demandé des reshoots parce qu'il y avait un ton, t'inquiète. Je sens pas que ça a été le cas pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que le feeling qui semble être là a l'air d'être sombre, a l'air d'un film de guerre, a l'air dans la veine que le premier teaser nous avait donné. Donc, ça l'a juste dissipé mes inquiétudes. Ça m'a pas hypé ou plus que le premier teaser qu'on avait eu. Mais je suis rassuré de savoir qu'on est encore dans le même veine. C'est suffisant. Ils ont sorti aussi un super beau poster. Moi, je le trouve vraiment de toute beauté. Là, oui. Celle qui court sur la plage. Il y a une petite vibe
tropical, j'ai envie de m'asseoir juste puis prendre un drink avec un petit ombrelle dedans. Je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. Je regardais ça. Mais c'est pas Star Wars, mais c'est le fun de voir Star Wars comme dans un autre milieu, un si autre on veut. contexte. C'est Star Wars tropical, c'est Star Wars des Caraïbes. J'entends des petits steel drums, puis voilà. En dehors des histoires incestueuses d'une seule famille, il se passe d'autres choses dans l'univers de Star Wars. Il y a tout plein de familles qui font plein d'affaires fuckées dans Star Wars. Ouais, c'est ça. Qui tombent enfin de la force, le dans ce cas. Ok. Excusez. Georges, sur le Oh score. my god, Georges. Georges. Donc. Hey. Donc, encore des nouvelles de films. Regarde, ça s'arrête plus. Encore une fois, le site, on va en avoir une plus tard. Il y a eu le site Entertainment Weekly, encore une fois, ont sorti une image du prochain film le film de King Kong, qui s'en est Kong Skull Island. Donc, et la promesse du film était de nous montrer le plus gros King Kong jamais mis à l'écran. Okay. Ce qui n'a jamais été quelque chose qui, selon moi, était comme nécessaire dans le sens King Kong très pas important. Ouais, la grosseur de King Kong pour moi est assez non importante. Il aurait pu même faire King Kong juste un gorille normal, juste bien fâché, puis j'aurais fait comme alright, c'est King Kong. Mais non, là l'image qu'ils nous ont montré est un petit peu, c'est un peu ridiculement gros l'échelle de qu'ils nous ont montré. On voit 4 personnages devant un gros crâne. Le crâne a l'air d'être loin derrière eux et il doit être aussi gros qu'un building. Donc, ouais, c'est ça, c'est comme un petit peu abusif. C'est quoi, il va puncher des baleines? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, je veux dire, rendu là. Moi, ce que je veux, c'est Godzilla versus King Kong. Right? Ouais. C'est une bonne idée parce que Godzilla aussi augmente démesurément de taille dans chaque film. Oui, c'est vrai. Puis, mais dans la version japonaise, il y avait une progression dans la taille, mais la version américaine lui, c'est tout de suite, était 3 fois grand comme le Godzilla du premier film japonais. Mais là, tu mesurais par rapport à l'échelle. Est-ce que tu parles de la version américaine, la première avec Pee-wee? La dernière. Okay. On parle pas de Matthew Broderick et de Robert Emmerich. On parle pas de cette version-là. Okay? That's a lot of fish. Ouais, ben c'est ça. J'ai jamais compris les répliques. C'est pas grave. Il y a plein de choses qu'il y avait à pas comprendre de ce film-là. Hey, on va-tu en musique pour un petit pause musical? La chanson de la semaine! Parlons de choses qui auraient dû rester dans le passé. Mikey, ça va être la 2e tonne. Quand je vais la nommer, tu vas savoir laquelle. On va parler de disco. Oh. Et là, vous dites, what? OK. C'est que le disco, pour ceux qui s'en rappellent, ou ceux qui étaient là quand c'est arrivé, ça a été très gros. Mais très, 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 très gros. Tellement que tout se refaisait en disco, OK? Et il essaie de faire des thèmes à n'importe quoi. Pour les amateurs de hockey, Guy Lafleur a déjà narré une tonne de disco. C'est pour dire à quel point le disco marchait, là, OK? C'était n'importe quoi, là. Il y avait des zones de disco sur tout. Et les jeux vidéo n'ont pas fait exception. Parce que dans les fins des années 70, il y avait quelques jeux vidéo qui avaient été extrêmement populaires dans les arcades, puisque c'était la seule façon de jouer à l'époque. Et là, je vous parle pas de Pong, je vous parle de la première vague. OK, les Pac-Man, Galaga, Donkey Kong, etc. Centipede et tout ça. C'est ça. Et là, le jeu le plus populaire de cette époque-là, fin des années 70, ça a été Space Invaders. Et il y a un groupe disco du nom de Player One qui avait fait une tonne qui s'appelle Space Invaders sur la machine d'arcade et le peu d'histoire qu'elle comporte. Donc, on va écouter, on va se reporter dans les années 70. On écoute Player One avec Space Invaders, puis souffrez. Je sais très bien ce que je vous fais subir.
Alors, on vient donc de Player One avec la pièce, entre guillemets, la pièce Space Invaders. Donc, ouais. C'est à ça que... Ouais, c'est ça, c'est bon. C'était du disco. Tout se faisait en disco, en passant. Tout. C'était un peu comme... Ah non, j'allais faire une... Non, je ferai pas cette référence-là. Donc... Non, il est trop tard, là. Il est trop tard? Faut que t'expliques. OK, le disco des années 70, c'est l'équivalent de la porn sur Internet des années 2000. Oh. Si ça existe, il y a une version porn qui existe. Donc, une version disco porn de tout. Oui. Ça veut dire à l'époque, si la tune existait, il y avait une version disco qui existait. Non, mais si on met ces deux diagrammes-là ensemble, ça veut dire qu'il doit y avoir une fine ligne de tout est en disco porn à quelque part. Ça doit exister. Worst discovery ever. OK, donc, on continue ça en vrac ou on a une chronique en particulier? Allons-y en vrac, Allons-y en vrac. Ben, allons-y en vrac, Mikey. Ben oui, allons-y en vrac. Je pensais qu'on a un thème en vrac. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Bon, ben tiens, tant qu'à coller en vrac, allons-y en vrac officiellement. Donc, on commence avec quoi? Attends un peu, il faut que mon site il load. Mes nouvelles load plus, mais là, je suis un peu... Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des cellules souches? Et là, ça s'en vient... c'est un preview à ma nouvelle. OK, pour sans hésitation. Ben, oui. J'ai envie d'avoir plusieurs Mikey qui font la mise en onde, donc oui, let's go, on clone du monde. C'est le clonage, les cellules souches. Seulement pour le potentiel scientifique et médical, les avancées qu'on peut faire. N'est-ce pas? C'est presque imbécile d'être contre. OK. Selon moi. Êtes-vous pour ou contre les dentistes? Pour. Ben, y a quelqu'un qui est contre les dentistes? Je suis contre leurs tarifs, mais je suis pour les dentistes. La fée des dents doit être contre les dentistes à quelque part, mais... Vous allez être content d'apprendre que y a du monde qui travaille sur un plombage fait à partir de cellules souches qui régénère la dentine, qui est l'espèce d'os de là-dedans. Ouais, ce qui était la chose qui ne se régénérait pas normalement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des plombages, parce que la dentine, une fois que c'était fait, c'est parti comme too bad. Il aurait fallu avoir un autre set de dents plus tard qui nous pousse pour remplacer la dentine. Oui. Donc, wow! Donc, en nous injectant des cellules de... au départ, les cellules souches, ça a été découvert, je pense, sur les embryons. Hein? Mm-hmm. Oui, tout à fait, parce que c'est des cellules qui servent à faire n'importe quoi là, au moment. C'est ça, des cellules qui n'ont pas d'attribution prédéfinie au moment de la création de l'embryon. Donc, eux autres, on travaille des frimes. C'est ça, c'est un ils permettent de faire frime. n'importe quel point, dépendant de qu'est-ce qui est en train de se développer. Puis là, les cellules souches vont là, ou vont là, peu importe, ils peuvent servir à tout. Donc, à partir de ça, quand tu réussis à extraire ça, et t'en servir pour n'importe quel but médical dans lequel la régénération des tissus est nécessaire, c'est parfait, là, c'est le produit magique, là. Pas mal. Mais ce qui est compliqué, par contre, c'est d'en créer, c'est oui, c'est ça, c'est d'en trouver, en fait. C'est d'en trouver, d'en faire. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Depuis, ça fait quelques mois, j'ai pas eu de suivi là-dessus depuis, mais bref, il y a une équipe japonaise qui aurait trouvé le moyen de retourner des cellules à l'état de cellules souches, sans passer par les embryons. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'éthique, peut-être, je dis bien peut-être que c'est réglé. Voilà. C'est assez intéressant, ça, quand même. Oui, tout à fait. Plus qu'un champ d'embryons découvert comme, hey, on a plein de cellules souches, là. Mais non, à partir de là, c'est comme des ressources infinies pour guérir les gens, là. C'est comme, mais il faut qu'on réussisse à l'en faire sans que ça coûte ça, j'ai pas de détails là-dessus, mais bref, comme dans South Park, de manger des embryons, c'est fini. C'est plus nécessaire. D'ailleurs, parlant de South Park, une nouvelle opéranda, mais je voulais en parler, je savais pas trop quand on geek, et là, ça tombe parfaitement bien. Wow. Vous savez, là, comme dans les contes d'horreur, dans certaines comédies, il y a souvent, des personnes, des vieilles personnes qui sont obsédées par le sang des jeunes. Mettons, Elisabeth Bathory, tu sais, comme elle s'est baignée dans le sang des jeunes vierges. Tu sais, il y a eu souvent, dans l'histoire de ramasser une partie de leur jeunesse. Ouais, c'est ça, tu sais, de prendre le sang des jeunes et, ça y est, je vais avoir la vie éternelle. Tu sais, on a vu ça souvent. Ouais, j'ai vu un article là-dessus, et puis, il y a quelqu'un qui disait, moi, je travaille là-dedans, puis je peux vous dire que ça fait quelque chose. Le sang, parce que dans le fond, quand on pense à ça, c'est pas toujours le même sang qui circule dans notre corps. Tu sais, on en génère un peu, on en perd ici et là, mais
si on prend, mettons, une globule rouge, elle va avoir fait le tour de ton corps une couple de fois dans sa vie de cellule rouge avant, tu sais, d'être plus bonne puis d'être évacuée par le corps. Ouais. Donc ça, tu sais, il y a comme du wear and tear au niveau, tu sais, c'est comme si c'est tous des chars, c'est tout le temps les mêmes chars qui roulent dans la ville, les chars sont usés. Puis ils ont remarqué que s'ils prenaient justement du sang neuf, oui, soudainement, c'est comme si on mettait plus d'énergie dans le corps, les personnes se sentaient mieux, il y avait des la régénération se faisait mieux, donc il y a clairement quelque chose avec le sang qui est pas encore utilisé comme juste, tu sais, comme c'est comme payer le surplus au garage mais du suprême. Là. C'est exactement ça. Ils ont fait 10 d'octane du sang. Là, ils ont fait ces tests-là sur des souris. Puis ils ont noté que les vieilles souris injectées avec du jeune sang avaient des performances cognitives et physiques accrues par rapport à quand elles se promenaient avec leur vieux sang brun lettre avec dans le corps, puis c'était dégueu. mais ça, tu sais, quand j'y pensais, c'était comme, ah non, mais ça a comme un certain sens quand même, parce que oui, tu sais, ton fioul là-dedans, il reste là. C'est pas comme si on allait se faire des transferts de sang à chaque. C'est comme quand tu vides ta friteuse, tu te fais des frites dans l'huile neuve. Mais c'est pas le contraire. Je que l'huile, elle va mieux quand il est un peu vieille, il me semble. Mais oui, l'huile est... Bon, ok, mes métaphores sont pas super... mais c'est quand même... Mais c'est quand même... je trouve ça fascinant que une espèce de croyance populaire, je veux dire, cette croyance-là, ça date de bien avant... bien avant quasiment l'histoire, là, j'ai l'impression, tu sais, comme ça fait longtemps qu'on a compris que quand on coupe l'humain, est-ce qu'il y a du rouge, quand il y a plus de rouge, il est fini. La semaine prochaine au Geek Contre-Attaque, des médecins annoncent qu'ils vont se resservir de sangsues. Tu ris, hein, mais c'est quand il y a des amputations, après des amputations, ils mettent des sangsues parce que les sangsues dans leur bave contiennent une enzyme qui vient vraiment faire éclaircir le sang. Okay. Donc pour les personnes qui ont eu des greffes, ils mettent des sangsues puis ça aide vraiment beaucoup pour la régénération puis le comment on appelle ça, comme la greffe, ou en tout cas ça réduit l'acceptation. Donc, mais et pour les membres aussi très endommagés qui ont soit été replacés, reconnectés, ça en sert beaucoup pour relancer la circulation sanguine aussi. C'est donc deux métaphores en ligne que je vous en mais non, mais c'est que ça veut dire que ça part quand même. Il y a quand même quelque chose. Il avait quand même trouvé quelque chose, même s'il était, tu sais, il y avait tort sur 99% des affaires. Dans 2 semaines, au Geek Contre-Attaque, les médecins décident qu'une saignée peut guérir votre grippe. Ouais, puis non, là, je suis correct, là? Le retour des humeurs. Je suis correct avec ma référence. Attends, ta bile noire et ta bile jaune sont trop élevées. Ah, il y en avait des affaires de même. Ou quand ils mesuraient le crâne, savoir t'étais un fou ou pas. Comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus du nom. La phrénologie. La phrénologie. Ça, c'était fascinant. Un cas, tu sais, comme tu vois comme, il y a la bosse de la psychopathie. Il analysait la forme de ton crâne. Désolé, t'étais un ci ou t'étais un ça. Je salue quand même la tentative d'avoir essayé de faire un lien avec quelque chose, mais quel échec. Oui, c'est ça. C'est surprenant. On peut pas blâmer l'inspiration scientifique derrière le geste, mais c'est les conclusions qu'on a tirées pendant trop longtemps qui sont vraiment à blâmer. Puis imaginez, il va y avoir clairement des affaires que nous, quand on va être rendu des vieux à 80-90, ça va être le même rapport avec la phrénologie, comme le monde dans le temps qui allait sur Internet. Là, on va savoir maintenant que c'est comme la pire addiction, plus que comme on va avoir les mêmes positions, je sais, par rapport à la phrénologie. Sûrement dans quelques domaines certains. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi, parce que nous autres, on va en avoir toute notre vie. Comme, mais moi, j'ai une radio depuis que je travaille à la radio, mais comme on baigne dans le cancer et on ne sait pas. Genre dans sa soixantaine, le monde va tellement être irradié puis cancéreux puis toute la quête qu'ils vont dire dans le temps le monde allumait des lumières le soir pour se voir. Parce que tout le monde voit à la nuit à cette heure. Le monde a besoin de lumière. Ouais, c'est ça. En tout cas, OK. Hein? C'est assez, boys. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. C'est une pause, je sais pas, on a-tu des... Petite pause, OK. Oui. On en a-tu? Petite. Petite? Oui. OK, on va faire une petite pause legit. Et on revient après pour la deuxième demi-heure de l'émission des Geeks et Contre-Attaque. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks Contre-Attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit.
les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Tu as fait peur. Oui, non, j'ai pas fait peur à personne. En fait, c'est juste qu'on me voit. Si on m'entend, je peux comprendre que je peux avoir une voix un petit peu plus intimidante. Tu sais, quand je décide que c'est assez. Mais, non, même pas. Non, j'ai l'air creepy, c'est tout. Donc, on va cesser de se perdre dans les méandres de mon idiotie. Et, ce qu'on va faire à la place, on va accueillir notre invité comme il se doit. Mikey, s'il te plaît. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et l'invité cette semaine, JP, Jean-Philippe Vachon, salut. Bonjour, comment ça va? Hey, ça va bien, il faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Moi, je pensais qu'on allait parler de Cosmos encore, parce qu'il y avait l'émission pour Juno, toute la quête, mais ça, hein... Ben, Juno, disons qu'il y aurait des choses à dire, oui. Mais quand ces mesures vont être faites. En attendant, j'aurais pas grand-chose d'autre à vous dire qu'elle est arrivée en orbite, assez placée en orbite, et on attend. Donc, on va attendre un petit peu. Juno est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, ben, c'est une sonde qui a pris 5 ans à se rendre jusqu'à Jupiter. Elle est arrivée il y a quelques semaines, je pense. J'ai pas la date exacte. Elle va étudier la magnétosphère de la planète, l'eau, le système, puis elle va, je pense que ça va durer 20 mois. C'est pas tellement long, puis après ça, elle laisse tomber dans l'atmosphère de Jupiter, tout simplement. Oui. Bref, c'est des études plus techniques, là, on pourra en reparler, là, justement, quand il y aura des résultats, s'il y a quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Yes. Si le gars qui l'a lancé, il a une chemise avec genre des dessins sexistes, on va ça c'était cool. Oh, c'est chaud. C'était dessus, hein? OK. Chronique de l'étrange. Oui, c'est pas de Cosmos qu'on parle. On parle de paranormal, peut-être. Je vais commettre un blasphème scientifique un petit peu aujourd'hui. Oui, je nous amène à la frontière entre la science et l'imaginaire. On va parler de cryptozoologie. Oh, la cryptozoologie. Est-ce qu'on a une définition pour expliquer aux auditeurs, dans le fond? Oui. Qu'est-ce que la cryptozoologie? Oui, dans un premier temps, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle de un. S'il y en a qui ont vu récemment sur la page des Geeks, il y a une nouvelle... qui m'ont pas excité plus qu'il faut, parce qu'en général, ça finit toujours dans le domaine du fake, et ça semble être le cas encore une fois. On a un randonneur qui se promenait sur une plage du Loch Ness et qui est tombé sur la carcasse du monstre en décomposition. Là, j'en entends plusieurs me dire, je pense qu'on en aurait entendu parler, en effet. Oui. Mais bref, je pourrais remettre l'image, mais ceux qui veulent aller voir ça, on dirait principalement que quelqu'un a ramassé des résidus d'abattoir et les a assemblés en forme de monstre. En tout cas, c'était évident que c'était une blague. C'est pas très convaincant. La vieille photo que le gars a faite avec son modèle de sous-marin m'a plus convaincu. En tout cas, vous voyez l'idée. Donc, bref, quand j'ai mis cette nouvelle-là, c'est pas que j'y croyais, mais bref, c'est toujours amusant. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une chronique sur tous ces monstres dont on entend parler, ces gens qui les, entre parenthèses, extrêmes étudient. Donc, c'est très... La cryptozoologie, ça se traduit par l'étude de la faune cachée, autrement dit. Donc, celle qu'on n'a pas réussi à prouver l'existence, qu'on aurait, entre parenthèses, des indices, mais qu'on n'arrive pas à prouver. Effectivement. Parce que, tu sais, donner un exemple, la cryptozoologie, c'est vieux comme le monde, là, je veux dire, le pourquoi qu'on a des dragons dans la culture populaire, est parce qu'à l'époque, les gens savaient pas qu'est-ce qu'étaient des dinosaures, mais avaient trouvé des gros ossements, donc, dragons. C'est parce qu'il y avait des vrais dragons, Eric, il y a des dessins, voyons, il y a des dessins. C'est ça. Cryptozoologie, c'est souvent comme ça, c'est des histoires, des choses qu'on retrouve, qu'on interprète mal, ou c'est souvent imaginaire, on s'entend, là. Oui. C'est la zone grise de la science, puis disons que si le noir représente l'imaginaire, on est dans le gris foncé, là, avec la cryptozoologie, là, disons. Voilà, c'est ça, là, c'est pas, c'est plus du côté de, que du côté de, C'est ça, exactement.
Fait que moi, je vais passer en revue les principaux cas les plus connus, autrement dit, parce qu'écoutez, ils s'intéressent à tout, même le démon du New Jersey. Là, à un moment donné, là, oui. Ouais, les New Jersey, le New Jersey Devil. Exactement. On va essayer de s'en tenir aux plus connus, puis ceux que, je veux pas dire les plus crédibles, mais bref, ceux qu'au moins, si on en trouve un, ça sera un animal, là, pas un démon. Là. Voilà, c'est ça. Les chupacabras, les affaires comme ça. Exactement ça. Okay. Fait qu'on va commencer par le plus connu dont je viens de parler, c'est le Nessie du Loch Ness, le fameux monstre du Loch Ness. Il y a un parallèle dans la plupart des grands lacs du monde, ça en passant. Il y a des monstres de type Loch Ness, il y en a dans la plupart des grands lacs du monde. Oui, le monstre du lac Saint-Charles, non? Lui, j'en connais pas. non, mais au Québec, on a supposément le monstre Menfrey dans la Menfrey-Magog, Ponic, Ponimégamouk. On a le Logo-Pogo au lac Okanagan dans l'Ouest canadien, puis Champ au lac Champlain. Oui, c'est vrai, il y a Champ aussi, j'ai oublié Champ. Là, j'ai glissé 2 nouvelles qui vont vous surprendre au travers de toutes ces folies-là, parce qu'il y a 2 choses que, surprenamment, qui ont confondu certaines personnes, puis on va les glisser au travers. OK. Fait que bref, on va commencer du côté de Nessie, dans le fond. Moi, ce que je vais regarder, dans le fond, c'est quoi les preuves, entre parenthèses historiques, et c'est quoi la probabilité que ça ait une chance d'avoir existé? On a-tu un bruit de trombone, hein, Mikey? Il me semble que oui. Non, monstre du Loch Ness, on est habitué, tout le monde a entendu dire que c'est dans les années 30 que ça a commencé, des espèces de fausses maquettes, etc. Dans les premières photos, en tout cas, tu sais. Première photo, puis le lancement du mythe viendrait de là, mais en réalité, ça date de bien plus que ça, en l'an 565. Un moine irlandais aurait sauvé son disciple de l'attaque du monstre. Pour vous donner une idée, ça date d'il y a longtemps, tu sais. OK. Et bref, qu'est-ce qu'on a trouvé de Nessie à la date? Écoutez, je vais vous dire franchement, dans les faits, rien. Okay? Parce que c'est toujours des photos très floues. On donnait des excuses aux photos floues des années 60-70. C'était pas en qualité d'aujourd'hui, mais même encore dans les années 90-2000, on est encore avec des photos floues malgré les nouvelles technologies. Oui, on est rendu avec des autofocus. Tu peux pas faire des photos floues même si tu fais exprès. On a des drones et des autofocus. Exactement. Il y a aucune chance qu'on le pogne pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Les photos devenues floues, c'est fini. Là, on a tout le monde est équipé, ça marche pas. Là. Mais bref, au Loch Ness, c'est toujours des témoignages. On n'a jamais trouvé d'éléments physiques qui corroborent quoi que ce soit. Fait qu'on se dit, bon, pourquoi qu'on en parle dans ce cas-là? On n'a pas trouvé un nid. Il me semble qu'on a trouvé des grosses traces avec un nid, avec des gros œufs pis tout, là, non? Non, rien pendant tout. Puis c'est ça le problème, parce que scientifiquement parlant, c'est souvent ça, la cryptozoologie va mettre plus d'énergie des fois à développer des hypothèses pour expliquer qu'on n'arrive pas à prouver quelque chose plutôt que de trouver les vraies choses. Puis dans le cas du Loch Ness, comme la plupart des monstres lacustres, ben naturellement, les principales lacunes sont simples. C'est que souvent, le lac n'a même pas assez de nourriture pour soutenir un animal de cette taille-là. La biomasse n'est pas assez grande. En partant. Puis encore là, un animal comme ça ne peut pas être seul. Pour qu'une population se maintienne dans le temps, il faut au minimum, même une espèce en voie d'extinction, une cinquantaine, centaine d'individus au minimum. Là, ça marche pas plus. Où sont les carcasses? On trouve des calmars géants du fond des océans qui remontent à la surface, des espèces comme ça qu'on a réussi à trouver en trouvant des carcasses. Il y en a pas. On a même trouvé, il y en a qui disent que c'est un vieux dinosaure appelé le plésiosaure qui aurait survécu. On a trouvé des fossiles de plésiosaures qui datent de millions d'années. On ne trouve pas une carcasse qui daterait de 10 ans. Je veux dire, c'est terriblement improbable. La principale explication qu'on aurait donnée s'il y a eu des observations réelles, parce qu'il y a quand même quelques vidéos qui ont confondu, mais c'est que probablement des requins du Groenland qui réussiraient à s'infiltrer par une entrée du lac et ça peut atteindre 7 mètres de long. Puis c'est possible. Sont-tu blancs? Normalement, je pense que c'est noir, puis ça a un gros aileron. Donc, imaginez dans le lac au Loch Ness, une masse noire qui se déplace à contre-courant avec un aileron. C'est le monstre du Loch Ness, on s'entend. Bref, ceci étant dit, très peu probable qu'un monstre comme ça existe, comme dans la plupart des lacs, bien entendu. Bon, impossible, mais peu probable. Donc, plus de notre côté, c'est là que je vais vous surprendre, on va aller au lac Champlain, en parlant de Champ, qui est le même principe, même les photos de Champ correspondent à la description du monstre du Loch Ness. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas grand-chose, mais un soupçon de quelque chose. Ce qu'on a découvert au lac Champlain, c'est quand même assez récent, il y a quelques années, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec la bioacoustique? Oui, le concept de ça peut comme le sonar, dans le fond. Oui, c'est dans le fond, les orques, les baleines communiquent souvent par bioacoustique. Puis dans le lac Champlain, surprenamment, ils ont entendu quelque chose qui se repère par la bioacoustique, mais qui n'est pas censé avoir quoi que ce soit dans le lac.
qui fonctionne comme ça. En général, c'est réservé aux orques ou des choses comme ça. Puis dans le lac, il n'y a aucune espèce répertoriée qui peut utiliser la bioacoustique pour se repérer. Puis ils ont vraiment, pour vrai, détecté quelque chose. Est-ce que c'est un retour d'écho de d'autres choses? Je peux pas vous dire, mais bref, c'est la seule chose jusqu'à maintenant qui pourrait dire que il y a quelque chose de spécial dans le lac Champlain. OK. La société secrète des monstres se tient toute là. Il y a autre chose étrange dans le lac Champlain. La biomasse de poissons, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais à une certaine période de l'année, elle baisse drastiquement puis elle remonte. Souvent, dans certains lacs, c'est attribué à des prédateurs et leur période de reproduction, mais bref. Mystère, mais bref, on est très loin de prouver quoi que ce soit en passant. Ouais, c'est des petits signes qui pourront avoir une corrélation de loin, mais rien encore de... Non, c'est sûr, écoutez, on n'est pas proche du compte pantoute, c'est probablement qu'il n'y a rien. C'est un lac d'eau douce, je me trompe pas? Oui, absolument. Mais c'est une ancienne mer, donc tout le monde s'est dit, il y a peut-être une créature qui s'est retrouvée piégée là. Bon, mais ça va être genre un dauphin qui va être là. Ça va être une gang de petits dauphins qui restent là chill, puis... Ah, peut-être, c'est bien. Ça prendrait une créature qui est capable de vivre des centaines et des centaines d'années. Non, mais des affaires que t'as pas besoin de... Ils sont brillants, ils savent que... Peut-être. En tout cas, bref, en général, c'est surtout les espèces de troncs d'arbres qui remontent du fond, multiformes, qui donnent l'impression d'un coup, d'un autre bout. Puis saviez-vous qu'avec les courants, il est même prouvé qu'il y a des troncs qui vont remonter à contre-courant dans le Loch Ness de façon naturelle. C'est sûr que ça porte à confusion pas à peu près. Mais bref, malheureusement, je vous déçois, mais on n'a rien de tangible de quoi que ce soit nulle part, malheureusement, jusqu'à maintenant, de ce côté-là. On va passer maintenant à un monstre encore plus connu, que lui, il y en a partout dans le monde, apparemment. Tout le monde a entendu parler, je vais vous donner tous les noms qu'il porte. Le Sasquatch, le Yeti, le Bigfoot, les fameux gros singes de 8 pieds de haut, très imposants que personne n'a vu, mais que tout le monde entend parler. Est-ce que t'as vu récemment, moi, j'étais un gros fan de tout ce qui est le Bigfoot et tout ça, là, je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, les émissions Insert Fuck Bigfoot, ils mettent genre des bangs sur des arbres, comme, ils vont venir manger ça, ils mettent des bangs sur les arbres, puis ils s'en vont, puis c'est brillant. Il y a quelqu'un je vais le trouver là, pendant qu'on en parle, quelqu'un qui a mis une image un vidéo supposément de la face de Bigfoot, et c'est tellement un maudit gros masque c'est tellement fake que tu peux pas prendre quelqu'un au sérieux quand il te montre ça. Pendant que tu nous en parles, je vais essayer de la trouver parce que c'est hilarant. Si on parle de Bigfoot, on parle du vidéo de Patterson, qui est supposément la preuve la plus tangible selon les fans de Bigfoot. Comme de quoi qu'un Bigfoot, mais moi j'avais vu la vidéo. Okay? Ce qui est fascinant, c'est chercher sur Internet pour une version stabilisée du vidéo de Patterson. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui bouge, qui est fou, le gars courait. Quand tu regardes la version stabilisée, donc ça met vraiment au centre de la caméra les mouvements de Bigfoot. Et quand c'est stabilisé, c'est clairement un gars de costume. C'est tellement moi dans le costume. De toute façon, on va le démystifier celui-là, parce que il y a plusieurs choses qui marchent pas dans la vidéo. Première des choses, vous regardez les pieds du Bigfoot, c'est clairement une semelle et qui dépasse par rapport au talon. Désolé. Non, mais ça apparaît en plus, là, c'est incroyable. Le vidéo, comme tu dis exactement, quand tu mets... Une fois que l'image stabilisée, c'est comme l'image stabilisée, c'est évident. Et de toute façon, là, il y a quelqu'un qui est proche de ces gens-là qui a admis il y a quelques années que c'est un fake. Donc, on va arrêter avec ça. Parce que les deux principaux protagonistes de ça, eux autres maintiennent que c'est vrai, mais il y a quelqu'un de proche qui dit non, c'est un costume, c'est une histoire montée, on oublie ce qui est fascinant de Patterson, c'est qu'il avait été passé en entrevue après que ça a été révélé que son complice avait avoué avoir eu le costume, avoué avoir été filmé ça. Et Patterson a répondu, oui, on s'en allait filmer un hoax, mais on est tombé dessus pour vrai. Pendant qu'on était dans le bois en train de filmer le costume. Quel drôle d'adon. Tu sais, le gars, il veut pas lâcher, là. Il veut juste pas, là. Non, ben, ça doit être trop humiliant rendu là, j'imagine. Ah, non, c'est terrible. Mais je vais vous montrer une photo, les gars, là, là, ce que je vous montre comme photo, c'est un vrai animal. Moi, quand j'ai vu ça pour de vrai, je me suis dit, OK, fuck that, c'est du CGI, ça se peut pas que ça existe pour de vrai, et sûr à 100% que cette affaire-là, ça a parti justement des sortes de cryptozoologie. Ça s'appelle le poisson ruban en français. En anglais, c'est le oarfish. Le bon c'est Eric, puis dis-moi si tu penses que c'est une vraie affaire. Oh mon Dieu, c'est gros. C'est comme un genre d'anguille serpent de mer. C'est comme la version... Il y a 3 personnes qui la tiennent. La version réelle de Bouchou et Cascou. Ouais, le problème, c'est que la terre est pas bonne, mais c'est pas vrai que les gens tiennent ça. Comment? En fait, c'est l'image, je veux dire, en partant, les gens tiennent le poisson en dessous, puis il y a même pas de... On dirait même pas que les mains soutiennent quelque chose. On dirait pas que c'est lourd, vraiment, tu sais, comme... Et c'est effectivement, c'est une vraie photo. Je vais la mettre sur la Facebook, d'abord, c'est très impressionnant. Donc, c'est quoi qu'une créature comme ça? C'est l'équivalent d'une anguille, mais à peu près de 10 mètres de long. Peut-être 5 mètres, mettons. Ouais, 5-6 mètres. Mais ça, 5 mètres, c'est long, 5 mètres. En tout cas,
c'est gros, là. Mais bref, ils l'ont utilisé dans le journal de Montréal pour faire croire qu'on avait trouvé le monstre du lac Phonémégamou il y a quelques mois de ça. Oui, pour vrai, justement. Nice. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, c'est sûr qu'une créature comme ça, c'est quelqu'un qui voit ça, qui a pas accès à des données de savoir c'est quoi cette affaire-là, il pense instantanément que c'est un monstre, là. On fait une petite pause musicale, puis on continue par la suite? Excellent. Mike, la chanson de la semaine 2! Alors, on parle de monstres et de comment les attraper. On parle aussi cette semaine de Pokémon Go. Hein? C'est fatigant. Donc, j'ai décidé de sortir une toune de Pokémon. Et pas nécessairement une toune connue, puisqu'on utilise le thème principal de Pokémon. On s'en sert comme thème de nouvelle à toutes les émissions. Donc, ce serait redondant de leur jouer. Ce qu'on va faire à la place, on va aller dans Pokémon Red and Blue, du compositeur Kenshi Okuma. Et ça, j'ai tiré ça de la trame sonore extensive de Super Smash Bros. Wii, qui est une trame sonore qui, pour les fans d'histoire de musique de jeux vidéo de Nintendo, là, t'as pas besoin de rien d'autre après avoir donné ça. Il y a tellement de stock, c'est fou. Donc, on va écouter Pokémon Gym and Evolution de Pokémon Red and Blue et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Pokémon Gym and Evolution. C'est tiré de Pokémon Red and Blue, de la trame sonore de Super Smash Bros. Wii U. Et c'est composé par Kenichi Okuma. Voilà. Donc, poursuivons donc notre exploration des créatures qui n'existent peut-être... Donc, il existe probablement pas. Alors, c'est comme ça, là. Donc, on avait fait un bref survol des nombreux Bigfoot, Sasquatch, Wendigo de ce monde. Ouais, je reviens avec ça rapidement, juste pour vous dire qu'il y a une espèce de pseudo-scientifique aux États-Unis, j'essaie de me rappeler son nom, il me semble que je l'avais noté. En tout cas, je vous le mettrai sur la page, peu importe, elle a fait une étude d'ADN qui a supposément prouvé que l'ADN n'existait pas, etc. Mais bref, aucune revue scientifique a voulu publier ses résultats au point qu'elle s'est créée sa revue scientifique personnelle pour le faire. Puis elle a même filmé un Bigfoot qui dort il y a 3 ans, mais c'est toujours pas suffisant apparemment pour que les scientifiques le prennent au sérieux. Donc on va garder ça comme fake encore une fois. Mais dans le domaine du plus sérieux, il y a des scientifiques sérieux cette fois-ci qui ont accepté d'analyser des échantillons supposément de Bigfoot, Sasquatch, Yeti, tout ce que vous voudrez, des poils qui viennent de partout dans le monde et ils ont fait une analyse très sérieuse là-dessus, qui a conclu que dans à peu près tous les cas, c'est des chèvres, des ours ou tout ce que vous voudrez, mais il y a un cas qui a vraiment surpris, puis c'est celui-là, c'est concernant la région où ce que le Yeti serait. Ils ont pas prouvé ça encore une fois, là. Ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que ils ont trouvé de l'ADN qui est très similaire à une espèce d'ours éteinte depuis des milliers d'années. Puis elle serait croisée hybride avec un ours polaire, puis il y a une créature de même qui vivrait dans ce coin-là. C'est peut-être une espèce d'ours géant qu'on a vu qui se tenait sur ses 2 pattes, mais bref, il y aurait vraiment une espèce non répertoriée dans ce coin-là. Mais pas un singe, ça serait plus du domaine de l'ours. Mais encore là, c'est même pas prouvé, là, c'est juste une conclusion d'ADN that's it. Je suis en train de regarder sur Internet pendant que vous jasez, là. S'il manque un bras, c'est peut-être celui qui a essayé de tuer Luc. Non, est-ce que le Bigfoot qui dormait, c'était Mathilda, son nom? Mon Dieu, c'était pas son nom, mais... Ok, parce que j'ai essayé une vidéo qui s'appelle The Face of Mathilda de Sleeping Bigfoot, mais... ça se peut, c'est peut-être la même chose, mais c'est d'acteur T'avais juste à virer de bord pour checker le name tag. Ouais, et voilà. Sur le costume, techniquement, il y a son nom. Puis, c'est ça, avec le petit corps, là. Comment ça s'appelle? Faut qu'elle remplisse sa paperasse quand elle loue, hein. Je vous promets, je vais vous le mettre en ligne. Elle s'appelle Melba Ketchum, la docteure, je vais la retrouver. Melba Ketchum. Ok, Melba Ketchum. Le nom d'un craquelin qui est presque le nom d'un condiment. Non, mais Ketchum, c'est pas le nom, genre, du kid dans Pokémon? Ah, peut-être. Oh, tabarnak. Hey, là, wow, là. Hey, ça, c'est louche. Elle aussi, elle veut les attraper tous. Fait que je vais quitter le domaine du Bigfoot. Il n'y a pas de hasard, JP. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans les autres, peut-être un peu moins connus, mais je passe vite là-dessus, on a le Mokele Membe, qui est du lac Télé en Afrique. Ça serait carrément un brontosaure qui aurait survécu à l'époque des dinosaures, mais plus petit. La taille d'un éléphant. OK. Lui, un brontinosaure. Lui, il y a de quoi de surprenant, par exemple, parce que quand c'est des tribus locales qui vivent sans civilisation, là, puis il y a vraiment des vidéos qu'il y a des chercheurs qui vont les voir. Puis ils leur montrent des livres d'histoire préhistorique, puis à toutes les fois, ils pointent toujours le brontosaure comme étant pareil à ce qu'ils prétendent avoir vu. Donc, et eux ont pas de gain ou d'intérêt à nous faire désaccroire. C'est ça qui est bizarre dans ce cas-là. Mais il y en a qui pensent que ce serait plus des serpents géants, mais bref, le lac Télé, c'est totalement inaccessible. Mais il aurait tout reconnu le même, de toute façon. Mais une histoire que le monde se raconte pour les touristes, c'est pas mal un gain. Ouais, mais encore là, dans ce coin-là, c'est pas touristique, c'est très dangereux même. Tu peux pas... Mais c'est ça, en tout cas, bref, encore là, c'est pas une preuve. Ils ont juste ça. Non, mais il y a une autre affaire aussi. Je vais tout mettre ces vidéos-là en ligne. C'est une girafe qui a comme pas de poils. Il y a une vidéo du monstre. Il y a une vidéo du monstre vu des airs. Il y a quelque chose qui traverse le lac de vraiment très gros, mais il y en a qui pensent que ça pourrait être des crocodiles qui se suivent ou des choses comme ça. Mais bref, encore une fois, ce serait un genre de sauropode qui aurait survécu. Le Chupacabra, je passe vite là-dessus parce que lui, il est plus comique. C'est un monstre très récent, lui. Il date juste des années 90. Ça, c'est comique. Ça, c'est qu'on a trouvé des chèvres vidés de leur sang avec des trous dans le cou. Donc, Chupacabra, ça veut dire le suceur de chèvres. Il vide le sang des chèvres en les tuant. Puis lui, il est un peu plus drôle parce qu'il fait recours même dans certains cas à l'hypothèse d'un animal extraterrestre abandonné. Nice! Les autres sont venus, ont laissé le chien. Ouais, ils ont oublié leur chien. Puis dans certaines descriptions, il y a des yeux rouges lumineux, ils volent. Dans d'autres, c'est plus une espèce de chien. Mais bref, dans les dernières années, pour vrai, il y a plusieurs vidéos d'étranges chiens sans poils avec des très gros crocs qui ont été capturés et retrouvés morts. Puis juste pour ceux qui pensaient qu'on avait trouvé de Chupacabra, semblerait-il que ce serait des espèces de croisements hybrides entre des hyènes, des coyotes et des chiens qui souffrent terriblement de gale au point de ne plus avoir de poils. Mais bref, il n'y a rien de nouveau, encore une fois, de ce côté-là. C'est très surprenant comment un animal, quand on enlève le poil et on remplace le poil par de la gale, c'est
très très proche d'un monstre, comme je sais pas si vous avez déjà vu. En particulier quand c'est un hybride de deux espèces par rapport. Ça, c'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que ça aide pas, mais vraiment... Regardez juste le monde qui rase les chiens l'été, là. OK? Ouais. Ben, c'est ça. Ça a l'air de ce que ça a l'air. Je me souviens quand j'étais allé dans un zoo il y a une couple d'années, j'ai vu un ours à collier, mais qu'il y avait comme pas de poils, je sais pas quelle maladie qu'il y avait, là. C'était terrifiant. Ah, ça doit être... Ben, c'est souvent la gale, c'est ça que je dis. Ça... Legit, là. Non, mais il y avait même pas de gale. C'est juste sa peau grise. Puis on voyait tous ses muscles qui étaient tellement ripped que j'avais sincèrement vraiment peur de lui. Mais juste, j'aurais vu ça, mettons, il aurait été debout dans la forêt, là. C'est un homme debout dans la forêt claire, là. Il y a pas de... Mon cerveau aurait fait comme c'est un humain. T'aurais dit c'est un Bigfoot, là. C'est un humain, en tout cas. J'aurais pas dit c'est un Bigfoot, mais tu sais, c'est quelqu'un. Parce que ça marche en plus avec une petite de... Non, c'est ça. Et puis c'est la musculature qui est tellement impressionnante. C'est ripped, mon gars. Ça a aucun mais c'est pas comme un... T'as-tu vu des kangourous, man? Les biceps des kangourous, man, c'est comme... Ouais. On dirait c'est intense, ça. Ou des chimpanzés, c'est assez impressionnant. Les bras, là, c'est comme toutes les athlètes sous jus qu'on voit, ces stéroïdes à côté. Juste un bras de chimpanzé, pas de poils, là, c'est comme... Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mais il y a une force des bras qui est comme décuplée par rapport à un autre. C'est ça te snap le bras juste en serrant, ça peut casser le bras d'un humain. Juste avec la préhension le chimpanzé a une force préhensible assez adulte. Là. Il est assez fort pour... c'est fou. Là. Ouais, ça a l'air, c'est très, très, très... C'est plus dangereux qu'un gorille, hein, chimpanzé, je sais pas si tu savais. Pour vrai? Parce qu'un gorille, ça va attaquer juste si tu le cherches. Ah, mais le chimpanzé, lui, c'est juste... Le chimpanzé, là, c'est qu'il dit, il va te sauter d'en face, il va essayer de t'arracher le visage. Il y a le syndrome de Napoléon. C'est ça, puis ça va aller chercher les yeux, la gorge, la bouche. Ça va tout de suite au point faible, puis c'est assez, ça a l'air que c'est assez traître, là. C'est comme les bagarres de bar, là. C'est pas les gros gorilles qui attaquent, c'est toujours les petits. Les petits marfés. Comme je dirais en anglais, l'expression que j'avais déjà entendue qui disait crazy beats big. Donc, le gars louche qui a l'air fou pis qui tire des yeux en même temps, et plus de chance de clencher que le gros gars qui est peut-être smooth pis qui a pas envie de se battre. Mais faut pas que le gros gars se mette à tilter ou lui, parce que là, c'est fini, là. Non, c'est le gros gars. Lui, il faut juste pas le déclencher, lui. C'est ça. Autre animal. Mettons, on était dans les animaux marins, les animaux poilus. On a-tu d'autres acabits là-dedans? Ou... Ça, c'est les principaux. Les autres, là, je pense ça très vite, dans le fond, c'est que on parle des fois de requins géants. Il y en a qui se demandent si le mégalodon, exemple, c'est un genre de requin blanc de 25 mètres de long. Il n'a pas survécu. Encore une fois, c'est toujours c'est peut-être juste un requin blanc fucking gros, comme on dit, parce que ça peut arriver, parce que les animaux marins, souvent, surtout les plus gros, ont pas vraiment de limite. À leur expansion, tant qu'ils ont de la nourriture et qu'ils ont un environnement qui est adéquat. Ils ont trouvé des calmars de taille comme complètement imbéciles, des tortues qui pognaient des tailles impressionnantes aussi. Ça n'a pas de limite dépendant si c'est dans un niveau optimal. Dans l'eau, c'est plus possible, dans le sens que des animaux énormes sur la Terre, ça va être très peu difficile. La gravité joue contre eux autres constamment, alors que les poissons... Mais surtout que on va les trouver. Je veux dire, ça laisse des grosses carcasses, ça brasse de l'air. Ça laisse des traces aussi. Dans l'océan, c'est des espèces qui visent très creux. On n'a pas exploré ces coins-là. Ça, c'est plus possible. Puis même s'il va à la surface, s'il meurt, le cadavre, il descend dans le fond de l'océan, puis il se finit. La plupart du temps, oui. Puis je vais juste finir maintenant avec des espèces que on pensait qu'ils n'existaient pas et qui ont finalement été confirmées. Donc tu viens de la nommer justement. En tout cas, c'est peut-être ça qui a été exagéré dans les légendes, mais le kraken, c'est probablement des calmars géants qui se sont rendus à la surface. C'est prouvé que ça existe, puis il y en aurait même, selon les estimations, qui pourraient atteindre jusqu'à 25 mètres. Je suis seul qui veut genre goûter au kraken géant. Ça doit être bon, j'aime tellement le calmar. Parce qu'un calmar géant, mettons de 25 mètres, qui s'attaquait à un bateau de l'époque, un petit bateau de l'époque, si bateau ça serait arrivé. Mettons, c'est peu probable parce qu'ils vivent creux puis qu'ils sont en surface parce qu'ils sont en train de mourir, de quoi mais qui va pas. Hypothétiquement, ils décident d'aller toucher au bateau. On s'entend-tu que les personnes à l'intérieur du bateau vont se dire qu'il y a un monstre qui les attaque? Écoute, fais juste imaginer que t'es dans une barque, il y a un tentacule de 3 mètres qui sort de l'eau et qui redescend. Ça y est, non. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi, là? Chez nous, c'est comme je pars à la nage. Juste ceux qui ont été aux baleines. Qui ont vu une baleine faire surface près d'un bateau, tu te sens petit dans ta chaloupe. Hey, c'est gros! c'est impressionnant, là. Je veux dire, ça stimule l'humilité. Une chance, c'est pas carnivore, hein, parce que on serait... Non, c'est ça, c'est probablement des accidents de parcours, puis l'époque où il y en a plus qui ont été observés, là, honnêtement, c'est à l'époque où le climat était très différent dans le coin du Groenland, ça se peut qu'à cette époque-là, il y en avait plus pour vrai, puis parce qu'il y avait moins de nourriture dans le fond, puis il allait chercher, mettons, les planctons à surface, ou une question comme ça. C'est des théories,
théorie, là, mais on sait que ça existe, ça a été prouvé à force de trouver des cadavres. On a même pour la première fois filmé dans les récemment. Là, on a aussi le gorille des montagnes en Afrique, qui était un mythe jusqu'à ce qu'on réussisse à le prouver. Mais ça, c'était rien. Les tribus savaient déjà ça dans le coin. Puis encore là, c'est un gorille qui est juste un peu différent des autres. Okay. Le panda, je sais pas si vous saviez, mais c'était un mythe jusqu'à 1869. Tout le monde disait que ça n'existait pas. Puis c'était vraiment un animal jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Okay, jusqu'à ce qu'il tombe sur un cover d'un band de black metal. On dit, mon Dieu! Les pandas existent! Mais pourquoi ils croyaient pas que c'était ils les trouvaient pas, c'était juste des... Ils étaient pas capables de les trouver, c'était juste des déclarations des locaux qui disaient qu'ils avaient vu des grivettes noirs et blancs qui roulent en boule là, pendant qu'ils mangent leur... Il y a un ours qui a couché avec un épaulard, puis ça a donné ça. L'okapi, c'est le même principe. Un log qui est bien connu en Afrique, mais qui a été très long à trouver tout ce qui était exactement. Puis le dernier spécimen est mort assez récemment, me semble, l'okapi. Ça, je peux pas dire, par exemple. Il me semble qu'il y a une vidéo du dernier okapi vivant, là, donc c'est assez récemment qu'il est mort. Là. Oui, ça, encore là, c'est plausible, parce quand on parle de justement d'espèces en voie d'extinction, quand il reste juste des petits groupes exemple, un rhinocéros blanc, si on savait pas que ça existe en voie d'extinction, ils diraient, voyons, non, un rhinocéros blanc, c'est parce qu'il en reste quoi, 12, genre, 6, je sais pas, là, mais 12 répertoriés. Ouais, genre. Faut oublier qu'on n'est pas capable de scanner chaque millimètre de la planète en constant. Non, mais dans le sens qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup, là. Et je vous laisse avec une dernière histoire, puis après ça, j'arrête ça là, parce que écoute, il y a tellement de choses, là. Il y a un moment qui parle de ptérodactyle qui aurait survécu. En tout cas, envoyez-vous, là, on va y aller avec le commandant Cousteau. Il y a une histoire assez comique avec lui qui a toujours été démentie, mais à demi. Le commandant Cousteau est allé au Djibouti. Je ne sais plus trop à quelle époque, là. En tout cas, il était en vie. Puis, au Djibouti, il y a une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, bref, c'est une espèce de coin dans la mer où ce que les gens disent qu'il y a un monstre sous l'eau, puis qu'ils font descendre des cages là-dedans avec des animaux en sacrifice, puis les cages remontent broyées, puis c'est ça. Puis le commandant Cousteau est allé, puis quand il est remonté de là, il aurait déclaré qu'il a vu quelque chose de trop grave et de trop perturbant pour en parler ou quoi que ce soit, puis il a refusé pendant toutes ces années-là de dire quoi que ce soit sur le sujet, puis il a renfermé son vidéo dans un coffre. Chose que certains membres de la famille ont dénoncé, puis d'autres disent qu'il est vraiment arrivé quelque chose, puis c'est resté comme dans le domaine du mythe. Il y en a qui parlent de la raie géante du Djibouti ou je sais pas quoi. C'était combien de temps avant qu'il meure? Je ne pourrais pas dire. Ok, c'était pas au début de sa carrière. Non, il était déjà connu, je pense. Okay. Puis la référence, je sais pas pourquoi, c'est toujours une raie géante qui vivrait là-dedans, je sais pas pourquoi. En tout cas, bon. Mais c'est probablement encore une fois un mythe, mais ça me tentait de le ployer vu que c'est quelqu'un de connu. Là, moi, il y a quelqu'un de connu que j'ai entendu dire une histoire un peu du genre, c'est Les Stroud, je sais pas si vous le connaissez les gars, c'est l'équivalent canadien de Bear Grylls. Donc, ouais, celui qui est l'explorateur. Bear Grylls, c'est quelqu'un qui part, mais Bear Grylls, il est fake. Les Stroud, sérieusement, si vous avez une émission de survie dans la nature à écouter, c'est Survivor Man, c'est une émission canadienne. Le gars est tout seul. Il n'y a pas d'équipe technique. Quand il prend des plans, qu'on le voit marcher de loin, il dit, bon, vous voyez ce plan-là, là? Je t'allais porter la caméra, je t'allais marcher là-bas, je t'ai revenu chercher la caméra, ça m'a pris 1h30 faire ce maudit plan-là. Vous êtes mieux de le trouver beau. Il est tout le temps tout seul. Il y a beaucoup de moments, pour de vrai, là, dans la série d'émissions qui a passé peut-être, il est pas passé proche de mourir, mais il était vraiment dans des lieux que s'il arrivait pas à l'hélicoptère, on n'aurait pas eu le show, là, tu sais. Ça serait pas rendu, là, littéralement. Donc, ce gars-là, c'est un gars assez sérieux, Les Stroud. Chercher ce gars-là. Il a supposément, lui, rencontré... c'est comme il était dans un bois en Amérique du Nord et il a entendu un bruit de gorille. Parce qu'il a dit, j'étais dans le bois, puis j'ai entendu des branches craquer. Les branches qui craquent dans le bois, d'habitude, c'est les ours qui font ça ou les humains. Il y a pas beaucoup de créatures qui marchent en faisant... C'est assez lourd pour faire craquer. Assez lourd, puis qui font pas attention assez. Ouais. Puis il a entendu des bois craquer, donc il s'est dit, il y a un ours, et il s'est levé, et il a entendu et donc, là, juste pour le fun, je vais lui donner un petit peu de crédibilité, ok? C'est que, dans le domaine du Bigfoot, du Sasquatch, quoi que ce soit, il y a une seule autre chose qu'on a vue qui est pas prouvée encore une fois, mais bref, il y a des enregistrements de gens qui ont enregistré des cris très étranges qu'on n'est pas capable d'affilier à aucun animal qui ressemble en effet à des cris quasiment de singe. Mais on sait pas si c'est quelqu'un qui est allé plus loin puis crier, là, mais bref, peut-être que vraiment ces cris-là sont réels puis qu'il est vraiment tombé sur un Bigfoot. On a assez de preuves pour faire un article de cryptozoologie juste avec ça. Vous voyez comment c'est sérieux, là? C'est pas complet. On peut pas essayer Internet au complet. Merci, JP. C'était fascinant. En fait, oui, on pourrait en parler. Oui. Mais ils nous surprennent, des fois, les cryptozoologues, mais par accident. Juste une petite dernière vite, parce que je sais qu'on défonce un peu. Mais, en force de chercher les choses dans le Loch Ness, saviez-vous qu'on a découvert une espèce de grenouille qu'on ne connaissait pas, qui vit en profondeur, et une espèce de
de plante. En tout cas, je lui demandais c'était quoi, c'est une espèce de plante champignon qui vit sous le fond. Il était non répertorié à force de chercher dans des places qu'on va jamais à trouver, trouver quelque chose. C'est comme quand un raccord dans le fond du lac Ness qui cherchait depuis full longtemps, comme avec je sais pas, le scanner, puis comme, hey, on a trouvé le bâton qu'on cherchait depuis si longtemps. C'est comme quand tu cherches tes clés. Dans ton appart. Tu trouves n'importe quoi sauf ça. Puis tu trouves, c'est bon, c'est là, j'ai mis mon vieux portefeuille. Ouais, mais tu trouves pas plus tes clés. Non. Mais c'est ça. Mais détrompez-vous, dans 99,9% des cas, les cryptozoologues se font juste retourner la tête courbée de honte, malheureusement. Je trouve que c'est l'attitude que tous les scientifiques qui prônent des affaires comme ça devraient avoir. Mais c'est pas grave, ils nous amusent. Il y a quelque chose qui touche à la cryptozoologie, là, que je sais pas si tu as déjà entendu parler, je sais pas si ça existe encore. Moi, quand j'étais jeune, je lisais des livres de mystère, il y avait beaucoup ça. Des animaux retrouvés dans des roches. Je sais pas si t'as déjà vu ces histoires-là, comme, c'est arrivé assez naturellement, souvent. tu parles pas de fossiles, là. Non, c'est vraiment comme, mettons, tu sais, du monde qui ils font une mine, tu sais, ils ouvrent une roche en deux, et il y a une grenouille qui est dedans. La grenouille est comme vivante, puis il y a pas de problème. J'ai entendu ça, la même chose, mais avec des œufs de pérodactyle. Il y en a même qui, je te jure, il y a des gens qui avaient déclaré que pendant quelques secondes, le volatile de plusieurs millions d'années s'est déployé, puis est mort étouffé quelques secondes après. Je pense qu'ils se trompent avec Gremlins 2. Je pense que dans les mines, ça arrive souvent. Je pense qu'il y a des taux de CO2 trop hauts. Ouais, ça exact. peut, Mais je te trouve que toutes ces histoires-là, il y en a plus d'histoires de même. Donc, ouais. Wow. Mais avec des ptérodactyles. C'est encore mieux. Wow, ouais. Mais moi, est-ce que je me ferais un omelette avec un œuf de ptérodactyle? Juste pour dire que je casse, que je suis comme dans les pierres à feu, t'as 2 grosses demi, ton œuf qui fait la poêle au complet. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a bu et qui dit que c'est bon, un coke. Non, un coke qui date des années 60. Ça date quand même de 50 ans, mais un ptérodactyle, je sais pas si je goûterais ça si c'est encore liquide après des millions d'années. Moi, pour avoir vu la réaction du gars qui boit le cristal Pepsi liquide de 20 ans, je veux jamais. Non, c'est brutal. Boire ça. OK. Messieurs. Là, on a passé de ouette, là. Hey, là, on fait une petite pause, parce que là, dans le fond, c'est du temps que tu t'enlèves. Je m'enlève mon temps moi-même. Fait que, on fait une petite pause, on vous revient avec la chronique de Conan pour la fin de l'émission. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour une partie de la 3e partie de l'émission. Donc, on va dire ça comme ça. Mais excuse. Non, excuse-toi pas, c'est Conan qui a dépassé. C'est moi. On avait terminé nous autres en un temps, puis lui a continué, puis donc, comme je disais... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Monsieur l'Arsenault. Quel beau thème. C'est tellement awesome! Oh my god, que c'est awesome! Donc, je vous parle de 3 films cette semaine. Rapidement, je vous en parle de 2. En fait, un film rapidement, un film super bon, puis une télésérie. Donc, premier film que j'ai écouté. Okay, oui. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai écouté la version de Asylum de Suicide Squad. J'ai écouté Sinister Squad. OK, Asylum a fait une copie de Suicide Squad avant qu'il sorte. Ouais. Conan qui écoute un Asylum. Mais je l'ai pas écouté au complet, vous savez bien. Pour expliquer rapidement au public pas averti, la compagnie de films Asylum profite des tendances et sort des copies médiocres à petit budget de tous les films qui sortent, des fois même avant que le film sorte, pour essayer de profiter de l'engouement ou que le monde se trompe au moment de louer le film ou whatever quoi. Il avait fait les Transmorphers, Snakes on a Train. Snakes on a Train. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est à la mode, ils sortent une version poche de ça. Princess of Mars, quand il avait fait la version de John Carter. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps. J'espère qu'ils vont faire Independence Day 2, eux autres aussi. Non, mais eux, non, il y avait fait une version d'Independence Day. Je pense qu'ils ont fait ID4.
Je pense que c'est eux autres, juste ID4, là. C'est le nom du film. C'est qu'en fait, je me trompe pas, toutes les Sharknado. Ouais, toute cette cochonnerie-là, c'est eux autres qui ont fait ça. Ouais, Donc, Shark versus Megalodon. C'est eux autres, ça? Oh my god. T'avais trop hâte d'écouter Suicide Squad, tu t'es dit... C'est vraiment littéralement ça. C'est eux autres Giant Octopus pis tout? Oui, c'est ça, là. En tout cas, donc, Asylum Production, restez loin de ces... Ou restez proche si vous aimez ça. Je veux dire, Phil Jacques nous parlerait, il y a plein de compliments à leur faire pour ses raisons à lui, mais bon, c'est ça. Il aime les choses merdiques, lui. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai écouté Sinister Squad. J'ai rien à dire. Juste le fait que j'en parle, c'est déjà trop parce que je donne un peu de publicité. Parce que je pense qu'il est sur Netflix en plus. Tu sais, comme j'ai pu l'écouter comme sans faire de vrai effort. Comme, ok, pourquoi pas. Ah, c'était pas bon. Ça se prend pour une BD. Il y a un gars qui pense que c'est le Joker, puis quand il prend des choses, il y a des bruits de cartoon. Twink! Twink! Tu sais, comme, mettons, il va tirer un cheveu, ça va faire un petit twink, ou il va se tourner la tête, ça va faire un petit c'est vraiment mauvais, là. C'est du zéro. C'est même pas le drôle poche, c'est juste pas le fun. Alors, un moment désagréable. Présenté par Asylum. Yes, ensuite. Donc, on continue, puis on va dans le contraire, selon moi, la meilleure comédie de l'année. Ce film que j'attendais, parce que j'en ai entendu parler un peu sur Internet, mais que j'ai raté au cinéma, que je voulais aller voir, mais je l'ai raté, c'est The Nice Guys. Donc, ça avait l'air solide, réalisé par Shane Black. Donc, oui, avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Exactement. La bande-annonce était hilarante. Écoute, le film est à la hauteur de ça. J'ai été crampé, pas tout le long du film, mais au bon moment, j'étais à terre, je riais, j'ai les larmes aux yeux. Donc, Shane Black, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande fortement un de ses premiers films. Si c'est pas son premier, c'est Kiss Kiss Bang Bang, avec... C'est que diriger, mais c'est un scripteur, Shane Black. C'est ça. D'abord et avant tout. Il joue dans Predator. Il joue dans Predator 4, justement. Ah oui? Oui, ben oui, tout à fait. Oui, nice. C'est lui qui travaille sur le prochain Predator, le reboot. Nice. Genre de reboot, là. Mais Shane Black, oui, il faisait Hawkins dans le premier Predator. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était sur le plateau de Predator? Il écrivait le script de quoi? Non, mais il changeait le script de Predator aussi. Oui, live il faisait des retouches. Sur le plateau, mais je sais pas, il a aussi écrit un autre script sur le tournage de Predator, qui était le script de L'Arme Fatale. Oh shit! Et pas celui d'Emilio Estevez. Oh shit! Non, Lethal Weapon, le vrai, là. Oh wow, ouais. Il a écrit beaucoup de bons bas de cop mourus à l'époque et tout ça. Shane Black, c'est un très bon scripteur, très bon pour les dialogues. Mais c'est un bon réalisateur aussi quand même. Iron Man 3, c'est super bon. Kiss Kiss Bang Bang, c'est vraiment excellent. Oui, Iron Man 3, malgré les critiques que le monde avait à cause du reveal de Mandarin. Il est bon. Reste qu'il est bon. Parce qu'il a pas à part la fin. Le Mandarin existe encore. Il l'a même pas ruiné. Donc, Nice Guys, c'est quoi l'histoire de Nice Guys? C'est deux détectives privés. Tu sais, comme dans toute bonne vieille histoire de détectives privés, un peu comme à la Big Lebowski, toujours des intérêts qui se rassemblent, comme du monde qui cherche la personne X, du monde qui cherche la personne Y. Ils se ramassent ensemble. Les deux personnes sont reliées par un lien qu'on saura plus tard dans le scénario. Donc, c'est un peu ça, sans vouloir vraiment... Parce que l'histoire est assez simple. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui engage Ryan Gosling pour trouver quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui engage... Gladiateur Russell Crowe pour trouver l'autre personne. Et les deux ils s'aiment pas au début, mais tu sais bon, ils finissent par forger une amitié. Ça se passe fin 70. Hein? Ouais, fin 70. Bon, années 70, je sais pas à quel point on est proche de la fin, mais la direction artistique est de toute beauté. Ryan Reynolds est donc bien drôle. Ryan Gosling. Excusez-moi, Ryan Gosling, il est donc bien drôle ce gars-là. Il a un timing de comédie absolument parfait. Et la scène des toilettes avec la cigarette, là, rien que ça, là. Qui ouvre la porte. Ouais, regarde. C'est la comédie physique est là, mais c'est de la comédie intelligente physique, là. C'est pas. Ça avec une bonne chimie entre lui et Russell Crowe. Vraiment, là, au début, j'étais pas sûr de Russell Crowe, mais non, la chimie est là. Je veux revoir ces personnages-là ensemble. Vraiment, là, c'est un excellent film. Pour moi, c'est la comédie de 2016 à date, là, pour de vrai. Quand je repense aux comédies que j'avais vues cette année, c'est pas mal celle-là qui va rester selon moi, parce que tu sais, les frères Grimsby, Hail Caesar, c'était bon, mais ça donne un petit quelque chose là, parce que le fait que ça ait une vibe des années 70, ça rajoute comme rien au film, mais ça a vraiment l'air d'un vrai film de ces années-là, dans le sens que tu fais plus beaucoup de films de ce style-là. Exactement. Un film qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'artifices, c'est juste des personnages puis des situations. Puis la musique est super bonne, le montage est excellent, vraiment
allez voir ce film-là. The Nice Guys. Yes. Vraiment, là, wow. OK, ben moi, j'avais aussi bien flashé sur la bande-annonce. J'étais bien intrigué par tout ce qui participait à ça. Il est sorti sur les... Sur les interwebs. Il va sortir bientôt là, en copie physique. Exactement. Okay. Très bientôt, je pense que c'est cette semaine qui sort. OK, parfait. Donc, je me procure ça. C'est vraiment, là, j'avais un peu oublié ce film-là, puis quand je l'ai vu, j'étais comme, wow, je l'écoute, et j'ai... oui. OK. Très, très bien. Avant de passer à la troisième partie de la chronique, on va faire un petit interlude musical. Mikey, oui. On y a tout ça. De la semaine 3! Et là, je vous fais un cadeau. Je vous ai fait subir du disco en première partie. Je me suis imposé à mettre du Pokémon parce que c'était topical, donc c'était d'actualité. Donc là, je me suis gâté et je vous ramène cette semaine pour une deuxième fois ce mois-ci le groupe Mariachi Entertainment System. Ah oui! Donc, un groupe de latino-américains qui ont décidé de reprendre des tonnes de jeux vidéo avec un band de mariachi legit, là. OK, legit, là. C'est pas des midis pis ça sonne pas fake, là. Ils ont toutes les trompettes de cuivre pis... La grosse guitare. Ils ont fait Guerrilla Valley de Zelda aussi. Ils en ont fait quelques-unes, ouais. Bon, fait que donc, Mariachi Entertainment System, cette fois-ci, je vous fais jouer la pièce Metroid. C'est tiré de leur premier album, qui, soit dit en passant, est bon, mais n'est disponible que sur iTunes et sur leur Bandcamp. Dans le fond, faut se procurer, faut l'acheter. Et ils sont présentement en campagne Kickstarter pour encore les 15 prochains jours, pour essayer de financer leur deuxième album. Si vous aimez ce que vous entendez, vous allez voir ce qu'ils font, vous trouvez ça bon, encouragez-les. La qualité de production est écœurante, les tunes sont bonnes, les réarrangements sont trippants. La pièce que je vous amène aujourd'hui, c'est le mix de 2 chansons du même jeu, mais ça vous donne un peu un feeling de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est le jeu Metroid, original au Nintendo. Donc, c'est Metroid par les Mariachi Entertainment System. Je vous reviens après. On vous revient après pour la fin de l'émission. Alors, donc on vient d'entendre Metroid. Et ça, c'est la version de Mariachi Entertainment System. Pourquoi je prends ça weird? Les Mariachi. Donc, c'est écœurant. Allez encourager ça. Ils ont une chaîne YouTube avec la plupart des extraits du premier album sur leur YouTube. Et il n'y aura pas d'extrait YouTube. Il n'y aura pas de pièces complètes sur YouTube pour le deuxième album. Donc, il va vraiment falloir se le procurer. Il va y avoir des extraits, tout ça.
Mais ils sont présentement en campagne de financement Kickstarter pour ce soi-disant deuxième album. Donc, allez voir ça. Je capote sur le band. J'adore ce qu'ils font et la qualité avec laquelle ils le font. On parlait pendant la pause, pendant la musique, qu'on se disait, on s'imaginait un rang de Red Dead Metroid, de ce que dans le fond on verrait Samus dans un contexte de western. C'est le feeling est là. J'adore ce band-là. Donc, vraiment surprenant. Ça, regarde, c'est... Allez leur donner une pièce, le monde. Oui, absolument. Donc, c'est disponible sur iTunes, sur toutes les plateformes populaires. Donc, il nous reste une chose à laquelle tu dois nous parler. Oui. Conan, t'as commencé une série. Oui, j'ai commencé une série ce matin. Je me lève tôt, hein. Fait que moi, j'ai le temps d'écouter les affaires le matin. Fait que là, j'ai quasiment fini la série. Je vais la finir en arrivant tantôt à la maison. C'est sur Netflix. Tu veux dire, c'est celle qui est sortie le 15 juillet? Là? C'est celle qui... Ouais. Ouais, c'est ça. T'es déjà sauté dessus? Ce qui est sorti littéralement ce matin. Oui. Ok, tu me fais une critique d'une chronique dont le jour de sa sortie n'est pas terminé. C'est bon. Vas-y, man. Donc, c'est la série Stranger Things sur Netflix. OK. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Stranger Things, comme série? C'est un peu sans vouloir révéler trop de choses. C'est dans un petit village que ça se passe et un jeune garçon disparaît. Et une jeune fille apparaît dans le village. On va dire ça comme ça. La jeune fille semble posséder des pouvoirs. Et là, c'est mystérieux. D'où vient-elle? Où le petit gars est-il parti? Est-il vraiment mort? Tout ça qui vient en ligne de jeu. Donc, c'est comme... moi, je décris ça un peu comme une espèce de mélange entre Fringe... Super 8 récemment avec les enfants, avec J.J. Abrams. Exactement. Donc Fringe, Super 8, il y a un petit côté aussi X-Files si on veut, sans vouloir trop. C'est pas écoutez X-Files au point de vue conspiration gouvernementale, parce que ça mêle des conspirations gouvernementales avec probablement des univers parallèles. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne qui dit vraiment de manière claire dans la série, ça c'est ce qui arrive, voici, c'est comme c'est très dans le non-dit, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais quand il y a une série qui est basée sur le mystère, c'est un peu étonnant des fois d'avoir des approximations des personnages, je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis nous en tant que spectateurs on ne sait pas plus parce qu'on voit pas de séquences qui nous permettent de dire « Ah, ok, ça arrive. » Tu sais, c'est très, très... Je comprends ton point. J'ai pas été capable d'embarquer dans X-Files parce que j'étais écœuré d'écouter 3, 4 saisons, que chaque épisode, tu sais pas ce qui s'est passé à la fin, puis le gars à cigarette va serrer ça dans une boîte. Puis, à un moment donné, c'est comme, à force de me faire couper le sifflet avant d'avoir... J'étais tout le temps sur ma faim, puis ça fait comme... J'ai arrêté par frustration d'écouter cette série-là tellement. Je sais que c'était bon. Non, c'est des séries qui affament trop aux spectateurs. J'ai tout le temps l'impression qu'il manquait 5 minutes à chaque épisode, puis qu'il y a une pub qui me coupe à la fin tout le temps. Ouais, j'étais frustré de façon... Un peu comme Lost. Ah, ouais. Ouais, ben, ça, là, tu sais, j'en ai fait un post sur mon Facebook. Je trouve que cette série-là, je l'ai décrit quand même comme une série post-JJ. Ce qui veut dire que c'est c'est très très mise en place à propos du mystère. Le mystère est super important. Le mystère est le moteur de l'action. Okay. Ce qui est pas nécessairement en soi une chose mauvaise, mais c'est parce que faut qu'il y ait des réponses dans ces mystères-là. Puis J.J. Abrams, la plupart du temps, il n'y en a pas de réponses. Ou quand il y en a, c'est comme très, très pas satisfaisant. Puis on a déjà un autre mystère sous la dent, comme, tu sais, comme, mettons, le meilleur exemple pour moi, c'est dans Lost. La créature qui nous attaque dans le bois, c'est tout ce qui se passe, c'est saison 1 complet dédié sur qu'est-ce qui nous attaque dans le bois quand on y va. Une créature qui semble verte et blanche. Ils répondent avec une phrase dans saison 2 comme, c'est un ours polaire, il y avait des zoos, là. Et c'est tout, là. Ils en parlent plus, puis comme, on a passé une saison complète à se demander c'est quoi, ils répondent une phrase. Puis c'est un peu ça, le concept que j'aime pas de J.J. Abrams. Et on sent qu'il y a un petit peu ça aussi dans Stranger Things. Pas trop, mais c'est parce que les réponses sont pas là. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le... Ah, ok, c'est juste ça. Fait que, mais tu sais, mettons, il y a rien qu'on n'a jamais vu là-dedans. Mettons, le Dark World, on a déjà vu ça. Les conspirations gouvernementales pour cacher une réalité, on a déjà vu ça. Des gamins qui se retrouvent dans une histoire plus grande qu'eux autres, on a déjà vu ça. Tu sais, il y a rien qu'on n'a jamais vu. Mais les acteurs sont bons, la musique est bonne, ça se passe des années 80, fait qu'il y a une petite vibe années 80 assez intéressante. Les personnages sont intéressants, mais ça reste un peu facile. Dans le sens que... Il y a rien que j'ai vu là-dedans que j'ai fait comme ça j'ai jamais vu ça de ma vie. T'sais. Ben il te reste encore quelques épisodes. C'est Akira, excusez-moi, la dernière fois qui restait à plugger dans mon petit mix là, il y a Akira là-dedans. Littéralement, il y a une séquence que c'est physiquement le même plan qu'Akira là, c'est le même plan. J'étais comme intéressant.
Mais, tu sais, mettons, il y a des affaires niaiseuses, comme l'explication de l'espace-temps avec la feuille de papier, qui fait le pli, qui est petit trou, là, c'est comme... t'es cœuré de l'avoir, c'est pas on est dessus, cœuré de l'avoir. Mais là, on a pris la feuille, on fait un trou comme... mais là, c'est... littéralement, là, c'est la même explication que dans Event Horizon, puis j'ai le même posté sur mon Facebook, parce que c'est... Ouais. C'est comme, il fait le trou dans la pièce, là, tout le monde est impressionné, comme, on n'a pas pensé à faire un trou dans une feuille, hein, Les hasards des fois, j'ai écouté ce film-là hier. Oh, nice! Libératé tout aimé d'Axine Ferris. Ouais, je me suis tanné. Il était pas bon, celui-là. Non. Ça a pas bien vieilli, mais reste que pour l'époque, c'était quelque chose. Ouais, c'était correct dans le temps, mais j'ai pas... Quand j'étais kid, j'avais legit peur de ce film-là. Les séquences de l'enfer, j'étais comme, non, je peux pas regarder. Mais c'était un des rares films d'horreur qui se passaient dans l'espace. Tu sais, Alien l'a fait une fois. OK, le premier. Event Horizon l'a fait par la suite. Ils ont essayé d'en faire une couple de fois. Ouais, ça marche des fois pas, des fois. Puis la pire version et la meilleure en même temps, c'est un film qui s'appelle Sunshine. Ouh, c'est bon ça. Qui est écœurant comme film, mais qui vire en slasher movie d'une station spatiale. Avec des prétentions philosophiques aussi un peu bizarres. Ouais, la fin m'a comme déçu, mais Moses que tout le setup du film, la musique, les acteurs, tout était écœurant dans ce film. Dans le même genre, il y a Solaris aussi que moi j'ai beaucoup aimé. La version de Soderbergh. La version originale est bonne, mais c'est la version avec George Clooney. Moi j'ai bien aimé ça quand même. C'est très contemplatif comme film. Oui, tout à fait. Connaissez-vous le film tout croche, La Créature? La créature. Les années 80 aussi, c'est sur une lune de Saturne, il y a une espèce de bébite qui dort, ils disent depuis 601 ans, là on la débarque et elle se fait assassiner tout le monde, c'est une copie conforme d'Alien, mais low budget. Là, ok, ouais, non, j'ai vu ça. Mais d'ailleurs, dans la série Stranger Things, il y a des choses que j'ai quand même appréciées au point de vue de la direction artistique. Donc, il y a un poster de Thing dans la chambre du petit gars. Il y a un poster de Jaws aussi. Il y a des posters de films beaucoup. Puis des films, tu sais, qui viennent appuyer un peu le propos de la série. Donc, ça, pas mauvais. OK. Mais pour Stranger Things, pour de vrai, il y a comme pas... le retour de Winona Ryder, je dirais. Elle a fait la maman d'un kid qui a disparu. Okay. Elle est vraiment bonne. Elle fait un peu la... Est-ce que tu dirais qu'elle vole le show? Oh. Non, mais la raison pour laquelle Winona a disparu de la face publique. Ah, ok, shit! Ok, c'est correct. Elle était réapparue dans Star Trek quand même. Oui, quand même. Hey, donc, c'est ça. Donc, allez voir ça sur Netflix. Ouais, allez voir, ça vaut quand même la peine. Venez m'en parler après sur Facebook. Puis, yes. Autre chose qui est sur Netflix aussi. Depuis hier, vous pouvez écouter Star Wars, l'épisode 7. Donc, sur Netflix Canada, c'est disponible. Donc, hey, merci les gars, merci à JP. Pas de problème. Yes, merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci à Mike. Ben, merci et suivez-nous sur Facebook, YouTube et SoundCloud, surtout pour savoir ce qu'on se dit de pas très catholique entre les pauses et tout ça. Bon. Ouais. Hey, Chip and Doneon qui s'en vient. Oui, surtout. Et donc, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.